Hercule Poirot et l'indice dans la tasse à thé en porcelaine. Chapitre 1. La fissure dans la perfection. Le manoir de Renfield affichait son âge avec élégance. Murs couverts de lierre, cheminée imposante et fenêtres scintillantes comme des secrets trop longtemps gardés. C'était le genre de domaine anglais qui semblait à l'abri du scandale. Mais ce week-end, alors que le brouillard s'épaississait autour du parc et que les feux crépitaient à l'intérieur, quelque chose d'ignoble s'était infiltré à travers les fissures de sa perfection. Lady Eugenia Hargrave n'avait pas lésiné sur les dépenses pour son rassemblement annuel d'automne. Veuve distinguée et à la prestance impressionnante, elle était connue pour son goût raffiné pour la porcelaine et ses opinions peu raffinées sur la politique, le mariage et l'argent. Son salon ressemblait à un musée privé, ses étagères garnies de Meissen, de Sèvres et de Royal Doulton, délicats et dangereux comme la femme elle-même. Ses invités arrivèrent un à un le vendredi soir, accueillis par la pluie, la chaleur et l'accueil glacial d'Eugénia. Charles Radbone, le magnate de l'acier et du scandale, arriva dans sa Daimler avec sa jeune épouse, Élise, à l'air fragile. Puis arriva Simon Duval, le marchand d'art qui embrassait trop de mains et disait trop de demi-vérités. Agatha Cardew, la nièce et compagne juridique d'Eugénia, arriva seule, le regard perçant et les lèvres plus serrées que d'habitude. Le colonel Ambrose Flint apparut le dernier, ponctuel comme toujours, sa moustache militaire tressaillant au rythme de la pluie. Et puis, il y a eu Vera Dobrev, l'invitée surprise. La chanteuse d'opéra, autrefois vénérée, avait disparu des scènes londoniennes après une dispute publique avec son mécène. La rumeur parlait de chantage. D'autres parlaient de folie. Vera elle-même ne dit rien, arrivant vêtue de fourrure et silencieuse. Le samedi après-midi, le rituel du thé se déroula au salon, servi à 4 heures précises par le majordome Fowles, sous la surveillance de Lady Eugenia, avec la même autorité qu'elle exerçait pour examiner les testaments. Les invités sirotèrent la précieuse porcelaine, certains admiratifs, d'autres inquiets de toucher un objet aussi précieux. Eugénia insista pour servir Vera elle-même, choisissant une tasse à thé Meissen bleu et blanc, dont l'anse présentait un léger éclat, un défaut qui, selon la dame, la rendait authentique. Cette puce aurait plus d'importance que quiconque ne l'aurait imaginé. C'est après la 3e gorgée que l'expression de Vera Dobrev changea. Elle se figea, les yeux écarquillés et les doigts crispés. Un étrange gargouillis s'échappa de ses lèvres lorsque la tasse lui glissa des mains et se brisa sur le parquet. Elle tenta de se relever, tituba et s'effondra face contre terre sur le tapis. Le cri ne venait pas de Vera, mais d'Élise Radbone. Une note aiguë et lancinante brisa le silence et résonna dans le couloir. Agatha Cardew laissa tomber sa tasse avec un hoquet. Simon Duval était déjà accroupi près du corps. Fowles accourut du couloir. Le colonel Flint aboya pour qu'on aille chercher le médecin. Dame Eugénia resta immobile. Une lueur traversa son visage aristocratique. De l'inquiétude peut-être? Ou un calcul? Elle jeta un coup d'œil à la tasse de thé brisée et murmura, presque trop bas. « Je leur ai dit que l'un d'eux avait été empoisonné. » Un silence tomba comme un rideau de velours. Dans les heures qui suivirent, aucun médecin ne put sauver Vera. Son décès fut constaté avant le coucher du soleil et la police locale fut appelée. Les soupçons montèrent aussi vite que la pluie. Mais avant qu'une déclaration officielle puisse être faite, Lady Eugénia, calme maintenant,
froide comme la porcelaine qu'elle chérissait, décrocha le téléphone et prononça 5 mots qui allaient changer le cours du week-end. Get me, monsieur Hercule Poirot. Chapitre 2. Les choses laissées derrière. Le lendemain de la mort de Vera Dobrev, la lumière était terne et la tension étouffée. Un épais brouillard pesait encore sur les vitres du manoir de Renfield, et les couloirs, autrefois résonnants de pas et de rires, n'étaient plus que murmures et longs silences. L'inspecteur Morton, de la police locale, était arrivé tard la veille au soir, le nez rouge et impatient. Après un bref examen, il confirma l'évidence. Vera Dobrev était morte subitement, probablement empoisonnée. Mais il n'apporta aucune réponse, pas même de question. Seulement la procédure. Elle sera emmenée à Taunton pour une autopsie, dit-il à Lady Eugenia, sans méchanceté, mais avec fermeté. En attendant, je conseille à vos invités de ne pas partir. Dame Eugenia haussa un sourcil impeccablement épilé. Inspecteur, mes invités ne sont pas des fugitifs. Morton ne dit rien. Il fit simplement un signe de tête aux gendarmes, qui montaient la garde aux portes principales. Il était maintenant 9h30. Le petit déjeuner avait été servi dans un silence gêné, et le salon, autrefois majestueux, était devenu une sorte de chambre à angoisse. Dans un coin, Élise Rathbone serrait sa tasse de ses doigts tremblants, sirotant sans goûter. Son visage pâle paraissait encore plus fantomatique dans la lumière matinale. J'entends encore la tasse se briser, murmura-t-elle, à personne en particulier. Charles Rathbone, de l'autre côté de la pièce, lisait le foie avec un calme exagéré. Il n'avait même pas regardé sa femme une seule fois pendant le petit déjeuner. Simon Duval se tenait près de la cheminée, fumant. C'était rapide, quoi que ce soit, murmura-t-il, en exhalant de la fumée dans l'air froid. On ne tombe pas raide mort sur un Earl Grey. Agatha Cardew était assise, raide, près d'une table basse. Son carnet ouvert. C'était du thé au jasmin, dit-elle sans lever les yeux. Pas du Earl Grey. Vera ne buvait pas de lait. Eugénia s'en serait souvenue. Le colonel Flint renifla. Eh bien, maintenant, quelqu'un se souvient d'un meurtre. Dame Eugénia resta assise au milieu de la pièce, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. Son ton était posé, presque clinique. Vera n'était pas mon amie la plus proche, mais je n'avais pas l'intention qu'elle meure chez moi. Je considère que, comment dire, intolérablement impoli. On frappe à la porte principale. Non pas le coup poli et respectueux d'une femme de chambre ou d'un agent de police, mais 3 coups décisifs. Fowles traversa le couloir en traînant les pieds et ouvrit la porte. Une voix, raffinée, étrangère, reconnaissable entre toutes, se fit entendre. « Ah, bonjour, mon ami. Vous êtes vraiment gentil. Quel temps! Cela me rappelle les matins brumeux à Liège. Mais je m'égare. » L'inspecteur Morton entra le premier, l'air penaud. Derrière lui, un petit homme, méticuleusement vêtu, retira ses gants avec une délicate précision. Costume gris, foulard ivoire, chaussures vernies, épargnées par la boue de la campagne. Sa moustache était sculptée, son regard alerte. « Mesdames, messieurs, dit-il en s'inclinant légèrement, je suis Hercule Poirot. » Un silence. Puis Agatha se leva, la voix tendue par la surprise. « Mais tu n'es pas de la police ?»« Non, » répondit Poirot d'un ton enjoué. « La police est avec moi quand elle a de la chance. » Lady Eugénia se leva et tendit la main, le regard perçant. « Monsieur Poirot, merci d'être venu si vite. Je déteste le désordre, et la mort
quand elle est gênante. Je viens toujours quand on me convoque pour un meurtre, répondit Poirot, d'un ton grave. On discute des circonstances. L'inspecteur Morton fit un rapport bref et sans détour, que Poirot écouta sans interruption. Lorsqu'il eut terminé, Poirot demanda simplement « Puis-je voir le salon et la tasse de thé ?» Fowlès avait déjà nettoyé les tessons, mais à la demande de Poirot, on les lui apporta de l'arrière-cuisine. Il les examina à la lumière de la fenêtre, soigneusement, sans les toucher. Il y a la puce dont Lady Eugénia a parlé. Oui. Mais là, il pointa du doigt ganté. Une deuxième fracture, récente et étrangement décolorée. De la chute, sûrement, proposa Morton. Non, répondit Poirot fermement. Il y a des résidus. Légères, mais visibles. Si on déposait une goutte de quelque chose, hostile, dans le thé, on pourrait utiliser la fissure pour le dissimuler. Il se tourna vers Lady Eugénia. « Madame, vous avez choisi la coupe pour mademoiselle Dobrève ? » ?»« Je l'ai fait. »« Et tu n'as rien remarqué d'étrange ? » ?»« Seulement la puce. Elle était toujours là. » Poirot croisa les mains. « Curieux, vous avez choisi la tasse avec un défaut. Un défaut que quelqu'un d'autre avait peut-être remarqué. » Il se retourna lentement, balayant la pièce du regard. « Maintenant, mes amis, je vous demande de ne pas quitter Renfield Manor. Quelqu'un parmi nous ne dit pas la vérité. Le colonel Flint serait dit. « Vous nous accusez de meurtre, monsieur ?» Poirot eut un léger sourire. « Je n'accuse personne. Mais j'écoute attentivement votre façon de parler. Et ce que vous choisissez de laisser de côté. » Il y eut un silence. Poirot se tourna de nouveau vers les fragments de tasse de thé d'une voix douce. « Le meurtre est comme la porcelaine. Un simple contact au mauvais endroit et les fissures commencent à s'étendre. » Chapitre 3. Écho derrière les yeux. Hercule Poirot croyait au silence, non pas comme une chose passive, mais comme une présence active. Le silence pouvait comprimer, s'étirer et se fissurer. Et dans le silence, les gens se révélaient, non pas dans leurs paroles, mais dans les mots qu'ils zappaient, dans les regards trop rapides, les hésitations trop brèves. Il était maintenant assis dans le salon bleu, le salon privé de Lady Eugénia, réservé à ses entretiens. Un feu crépitait modestement. Un petit bloc-notes et un crayon étaient déposés intacts sur la table d'appoint. Poirot n'avait pas besoin de tels outils. Il avait apporté ses plus beaux atouts, ses yeux et ses petites cellules grises. Son premier invité est arrivé précisément à midi. Élise Radbonnel entra comme une feuille qui tombe, à la dérive, fragile, ne sachant où atterrir. Vêtue de soie grise, les yeux cernés, les lèvres tremblantes. Poirot fit un geste doux vers la chaise en face de lui. « Madame, s'il vous plaît, soyez à l'aise. »« Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle en joignant les mains. « Je suis encore sous le choc. »« C'est tout à fait naturel, » dit Poirot. « Vous avez vu mademoiselle Dobrève mourir? Si soudainement, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, la gorge serrée. Elle était partie en quelques secondes. J'entends sa voix sans arrêt. Ce bruit quand elle a laissé tomber la tasse. Poirot se pencha légèrement en avant. « Vous avez crié la première, madame. » « La seule à avoir crié. »« Oui, c'était un réflexe, je crois. Je n'avais jamais vu la mort. Pas comme ça. Et elle avait cette expression comme si elle savait, comme si elle avait compris trop tard. Étais-tu proche d'elle ? » Élise hésita. Pas vraiment. Elle m'intimidait. Il y avait quelque chose de théâtral chez elle, même quand elle ne jouait pas. Mais on avait un peu discuté ce matin-là.
Les yeux de Poirot se plissèrent. « À propos de quoi, s'il vous plaît ?» Élise se mordit la lèvre. Elle m'a demandé quelque chose d'étrange. Elle a dit « Fais-tu confiance à ton mari quand il sourit trop vite ?» Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Je ne le comprends toujours pas. Tu lui as dit qu'elle avait dit ça? Non. Poirot attendit un instant. Madame, avez-vous vu qui a manipulé les tasses de thé avant qu'elles soient servies? Non. Dame Eugénia a servi le thé elle-même, tu te souviens? Les autres étaient occupés à discuter. Moi, je regardais la pluie. Merci, madame. Poirot se leva. Vous pouvez partir. Elle semblait presque soulagée. En partant, elle passa Simon Duval, qui entra avec un sourire narquois, à peine caché sous l'inquiétude. « Eh bien, c'est très formel, » dit Simon en s'asseyant sans y être invité. « Ai-je besoin d'un avocat, monsieur ?»« Seulement si vous êtes coupable, monsieur, » répondit Poirot d'un ton léger. « Dites-moi, quel était votre lien de parenté avec mademoiselle Dobrev ?» Simon pencha la tête. « On se connaissait professionnellement. J'ai aidé à négocier un accord entre elle et un mécène l'année dernière. Ça s'est mal terminé. » Pourquoi pas? Simon haussa les épaules. Elle l'a accusé de falsifier des contrats. Elle a prétendu avoir été trompée. Je suis resté neutre. Après ça, elle a arrêté de se produire. Elle a blâmé tout le monde, sauf elle-même. Et pourtant, elle est venue ce week-end? Simon sourit. Vera adorait le théâtre. Être l'invité inattendu, c'est une sorte de performance, n'est-ce pas? En effet. Dites-moi, pendant le thé, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? À part la mort de quelqu'un? Il rit doucement, puis croisa le regard de Poirot et se calma. Pas grand-chose. Agatha griffonnait dans son petit carnet. Le colonel parlait de chiens de chasse. Eugénia contrôlait la pièce, comme d'habitude. Et la tasse de thé? Simon se pencha en arrière. Honnêtement, je l'ai à peine remarqué. Mais maintenant que tu le dis... Vera hésita avant de boire. Juste une seconde. Comme si elle avait vu quelque chose, ou senti quelque chose d'étrange. Poirot hocha lentement la tête. « Merci, monsieur. » Simon partit d'un pas assuré. Ensuite est venu colonel Flint, bourru et impatient. « C'est une perte de temps, et Poirot. La femme était morte. Triste affaire. Laissez la police s'en occuper. »« Colonel, savez-vous quelque chose sur les poisons ?» Il cligna des yeux. « Quel genre de question est-ce » Poirot eut un léger sourire. « Un qui teste ta réaction ? Tu as servi en Inde, n'est-ce pas? Grade d'officier? » Oui, mais c'était il y a longtemps. Les poisons étaient bien connus des officiers. Venin de serpent, extrait de plantes. Avez-vous reconnu les symptômes de mademoiselle Dobrev? Non, dit Flint avec plus de force que nécessaire. Elle s'est étouffée et s'est effondrée. C'est tout. Tu étais assis à côté d'elle. Oui. Le ton de Poirot s'adoucit. Vous n'avez pas proposé d'aide. Je ne suis pas médecin. Duval s'est précipité avant que quiconque puisse intervenir. Poirot hocha la tête. Une dernière chose, colonel. Avez-vous touché une tasse de thé? Non, je parlais avec Rathbone. Merci. Alors que Flint partait, Poirot s'autorisa une brève respiration. 3 interviews, 3 nuances de vérité. Et un point commun, personne n'avait touché aux tasses. Du moins, c'est ce qu'on disait. Il y avait des failles dans chaque récit, de petites incohérences, de celles qui s'accentuaient sous la pression. Et Poirot, tout doucement, commençait à l'appliquer. Chapitre 4. Des sourires de papier et des visages
de porcelaine. Agatha Cardew entra, son carnet serré contre sa poitrine, comme une armure. Elle n'était pas une femme douce. Sa posture était raide, sa voix saccadée et ses yeux perçants derrière ses lunettes rondes. Poirot, toujours assis près du feu dans le salon bleu de Lady Eugénia, s'inclina légèrement tandis qu'elle prenait place en face de lui. « Vous avez observé, mademoiselle, » dit Poirot avec gentillesse. « J'imagine que vous avez des idées. »« Bien sûr que j'ai des pensées, » répondit-elle sèchement. « Je ne suis pas décorative. » Il sourit. « Non, vous êtes intelligent, précis. Et pourtant, vous avez dit très peu de choses. » Agatha renifla. « Je ne suis pas du genre à spéculer à voix haute. Les gens disent des bêtises sous la pression. »« Je suppose que vous préférez les faits, » dit Poirot. « Correct. Alors, parlons des faits. Dites-moi, quelle était votre relation avec mademoiselle Dobrev ?» Agatha hésita un instant, mais l'émotion était là. On se connaissait à peine. C'était une invitée que Lady Eugénia avait insisté. « Ah, et cette insistance vous a-t-elle dérangé ?» Elle était inadaptée, aucun raffinement, aucune politesse. Elle buvait trop au dîner et flirtait sans vergogne avec Charles Rathbone. Poirot haussa les sourcils. « Avec Charles, pas Simon Duval. »« Elle n'avait aucune loyauté envers les convenances, » répondit Agatha, « et aucun respect pour cette maison. J'avais prévenu tante Eugénia que l'amener ici créerait un drame. » Poirot hocha la tête. « Et pourtant, tu n'as rien dit après l'incident ?»« Que dire ?» s'exclama-t-elle. « Elle est morte. Tragique, certes, mais pas inattendue, d'une certaine manière. Elle a vécu une vie dramatique. Peut-être a-t-elle choisi de mourir de la même façon. » Poirot l'observa attentivement. « Tu crois qu'elle s'est suicidée ?» Agatha marqua une pause. Sa voix, lorsqu'elle parvint, était plus basse. « Non, mais je crois que quelqu'un voulait son silence. » La voix de Poirot était douce. « Vous écrivez souvent dans ce carnet, mademoiselle. Et pendant le thé aussi ?» Elle serrait le carnet plus fort. « Ça m'aide à réfléchir. » Alors, je me demande, avez-vous écrit quelque chose avant ou après le moment où mademoiselle Dobrev s'est effondrée? Le regard d'Agatha vacilla. Que des notes? Des impressions éparses? Rien d'utile? Pourtant, dit Poirot, j'aimerais les voir. Ses lèvres se pincèrent. C'est personnel. Bien sûr. Mais peut-être que quelque chose qui n'est pas censé être utile le sera. Agatha se leva brusquement. J'y réfléchirai. Elle sortit rapidement. Un instant plus tard, Charles Rathbone. Il entra, laissant derrière lui un parfum de cigare et d'eau de Cologne. Le poids de sa fortune le précédait, un costume bien coupé, une chaîne de montre en or, un sourire en coin permanent qui tenait plus de la dissimulation que du charme. « Ah, monsieur Poirot, » dit-il en s'installant dans son fauteuil. « Vous venez démêler tout ça, n'est-ce pas? Toutes mes condoléances. Quelle affaire épouvantable. » Vous étiez assis en face de mademoiselle Dobrev pendant le thé, non? Oui. Pauvre femme. Étais-tu proche d'elle? Il eut un petit rire. Mon Dieu, non. On s'était croisés une ou deux fois, surtout à des galas. Mais je ne l'avais pas vue depuis des années, jusqu'à maintenant. Poirot pencha la tête. Et pourtant, certains prétendent qu'elle a flirté avec toi pendant le dîner. Charles eut un sourire narquois. Flirté? Peut-être. Elle était théâtrale. J'adore mettre le feu aux poudres. Est-ce que cela a dérangé votre femme? Il fit un geste de la main. Élise ne se préoccupe pas de ces choses-là. Poirot marqua une pause.
Et vous, monsieur, avez-vous touché les tasses de thé avant qu'on les apporte? Certainement pas. Le personnel s'est occupé de tout. Dame Eugénie a servi le thé. C'est ce dont je me souviens. Poirot le regarda droit dans les yeux. Et pourtant, votre femme a mentionné que mademoiselle Dobrev lui avait posé une question étrange. Faites-vous confiance à votre mari lorsqu'il sourit trop vite? Le sourire disparut. L'espace d'une seconde, Charles Rathbone ressemblait moins à un titan des affaires qu'à un homme acculé. « Elle a dit ça ?» demanda-t-il finalement, d'une voix soigneusement neutre. « Elle l'a fait ?» Charles détourna le regard. Vera a toujours eu un don pour la scène. Peut-être voulait-elle semer le doute dans l'esprit d'Élise. Pourquoi ferait-elle ça? Il haussa les épaules. L'envie, l'ennui. Qui peut parler aux femmes comme ça? Poirot gave à Polytenode. Merci, monsieur. Alors que Charles sortait, dame Eugénie, elle, entra sans invitation, comme si la pièce lui appartenait encore exclusivement. Je suppose que vous avez fini d'interroger mes invités, dit-elle en s'asseyant royalement. Je les comprends simplement, madame. Elle lui lança un regard perçant. Tu crois que l'un d'eux l'a empoisonné? Je pense, dit Poirot avec délicatesse, que mademoiselle Dobrev est arrivée à Renfield avec des affaires en suspens, et quelqu'un craignait ce qu'elle pourrait révéler. Eugénia croisa les mains. Vera avait des secrets. C'était sa monnaie d'échange. Elle utilisait le passé des gens comme une arme. Je l'avais prévenue qu'un jour, elle irait trop loin. Tu as choisi sa tasse de thé. J'ai choisi beaucoup de choses, dit-elle froidement. Mais je ne l'ai pas empoisonnée. Poirot plissa les yeux. Vous avez dit quelque chose d'étrange, madame. Quand Vera est morte, vous avez murmuré. Je leur ai dit que l'un d'eux avait été empoisonné. Pourquoi? Les lèvres d'Eugénia se pincèrent. C'était une façon de parler. J'ai toujours dit qu'une tasse ébréchée portait malheur. Fowles voulait la jeter. J'ai insisté pour qu'on la garde. Mon erreur, clairement. Poirot se leva. Chaque tasse contient plus que du thé, Lady Eugénia. Parfois, un peu de vérité persiste sur le bord. Elle lui adressa un sourire sec. Vous êtes poétique pour un détective. Il s'inclina légèrement. Et vous, madame, vous êtes théâtrale pour une hôtesse. Chapitre 5. Fragments et empreintes digitales. La fin d'après-midi au manoir de Renfield apportait un froid de plus en plus intense, et le brouillard s'accrochait plus fortement aux vitres comme un être vivant refusant de reculer. À l'intérieur de la maison, l'atmosphère s'était épaissie. Les voix étaient étouffées, les pas prudents et les regards échangés avec un malaise grandissant. Alors que la plupart des invités s'étaient retirés dans leur chambre ou à la bibliothèque, Poirot restait actif. Le salon bleu était désormais vide, à l'exception de Fowles, qui entra avec un plateau d'argent contenant un pot de Darjeeling frais et 2 tasses. « J'ai pensé que vous apprécieriez peut-être un peu de chaleur, monsieur, » dit doucement Fowles. Poirot sourit. « Ah, merci, Fowles. Il ne faut jamais sous-estimer le réconfort d'une bonne tasse de thé. Mais je dois avouer... » Sa voix baissa. « Que ma relation avec les tasses de thé est désormais teintée de suspicion. » Fowles esquissa un léger sourire, puis se retourna pour partir. Mais Poirot l'arrêta gentiment. « Un instant, s'il vous plaît. Vous avez touché à la porcelaine cassée hier, n'est-ce pas? » « Oui, monsieur. Je l'ai ramassée après mademoiselle Dobrev, après l'incident. Où est-il maintenant? » « Dans l'office, monsieur. J'ai mis les pièces de côté, comme vous me l'avez demandé. »
Bien. Auriez-vous l'amabilité de m'y emmener? Fowles le conduisit dans le couloir de service, un couloir lambrissé de bois sombre, frais et silencieux. L'arrière-cuisine était bien éclairée, ses comptoirs carrelés étincelant d'une propreté impeccable. Sur une nappe blanche, à côté d'une pile d'argenterie en train de sécher, gisaient les tessons de la tasse à thé, une délicate porcelaine bleue et blanche, brisée en 6 morceaux inégaux. Poirot s'avança vers eux avec la révérence d'un homme s'approchant de reliques sacrées. « Puis-je? »« Bien sûr, monsieur. » Il souleva le plus gros morceau avec précaution. L'éclat sur le manche, celui que Lady Eugénia avait décrit, était indéniable. Mais l'attention de Poirot fut attirée par autre chose. Une tache décolorée sur un bord irrégulier du bord. Presque invisible à la lumière naturelle, légèrement brune, légèrement incrustée. Pas du thé. Poirot fouilla dans son manteau et en sortit une petite loupe. Sous la vitre, le résidu était plus clair, non pas étalé, mais tamponné, comme appliqué intentionnellement. Et puis, un éclat de quelque chose de plus sombre, incrusté dans la fissure intérieure de la porcelaine. Il regarda de plus près. Un fil fibreux, noir, pas en coton. Il se tourna vers Fowles. « As-tu touché l'intérieur de la tasse en la nettoyant? »« Non, monsieur, seulement l'extérieur. J'ai utilisé des pinces, sur ordre de Dame Eugénia. »« Très bien. » Poirot rassembla délicatement les pièces, sur le tissu, tel un puzzle dont il comprenait presque le motif. Il s'apprêtait à reculer, lorsque son regard se posa sur quelque chose d'étrange. Une faible empreinte digitale, à peine visible à la base du plus grand tesson. Il ne s'agit pas d'une empreinte complète, juste d'un croissant partiel, mais son emplacement est unique. « Fowles, » dit-il presque distraitement, « portiez-vous des gants lorsque vous manipuliez cela? »« Oui, monsieur. » « Des chaussures en coton. » Poirot se redressa, les yeux brillants. « Puis quelqu'un d'autre a touché ce morceau, quelqu'un sans gants, et récemment ?» Le majordome fronça les sourcils. « Mais monsieur, j'ai retrouvé les morceaux là où ils étaient tombés. » Personne n'a eu le temps. « Non, non, tu as raison, » dit Poirot, plus pour lui-même maintenant. « Mais supposons que la tasse ait déjà été trafiquée avant le thé. Un poison, caché dans la fente, enfoncé avec un matériau absorbant, un fil de tissu ou un gant, peut-être dissimulé dans une poudre. Oui, cela expliquerait le résidu. » Il jeta un nouveau coup d'œil au fragment. Et puis, quelqu'un de nerveux, a peut-être touché la tasse sans réfléchir. Une main nerveuse laisse plus facilement des empreintes digitales. Il faut transpirer, non? Il se tourna vers Fowles. Serait-il possible de savoir qui était le dernier dans le salon avant le thé? Fowles fronça les sourcils. Je crois que c'était Mademoiselle Cardew. Elle était assise là, à écrire un moment. Les autres étaient sur la terrasse ou dans la bibliothèque. Poirot hocha la tête. « Et où est rangé le service à thé? »« Dans le placard à côté du foyer. »« Déverrouillé? »« Oui, monsieur. »« Merci, Fowles. Vous m'avez été d'une grande aide. » Poirot fit une petite révérence et sortit de l'office. En revenant dans le couloir, il s'arrêta devant une fenêtre latérale. Dehors, le brouillard commençait enfin à se dissiper. Un ray de lumière éclairait l'extrémité de la statue du jardin. Diane, penchée sur son arc, le regard vide de marbre. Et Poirot, lui aussi, le sentait, un changement d'atmosphère. Un motif se dessinait, une forme sous le brouillard. Il pressa ses doigts l'un contre l'autre, sa voix était calme. La coupe était la scène,
Mais la performance commençait bien avant que le thé ne soit versé. Il y avait un meurtrier parmi eux. Et ils avaient non seulement choisi leur moment, mais ils l'avaient aussi soigneusement préparé. Mais Poirot en avait vu assez pour soupçonner leur première erreur. Chapitre 6. L'encre qui refuse de sécher. En début de soirée, le brouillard s'était retiré jusqu'à la limite des arbres, et un ciel bleu pâle et froid se profilait au-dessus du domaine, tel un rideau tiré avant le dernier acte. À l'intérieur du manoir de Renfield, la tension était retombée. Plus personne ne parlait, à part un murmure. Même le feu semblait crépiter avec plus de prudence. Hercule Poirot, cependant, était un homme revigoré par le silence. C'est dans le silence que les contradictions respiraient et grandissaient, où les vérités pouvaient être extirpées comme des animaux timides des sous-bois. Il a trouvé Agatha Cardew seule, dans la salle de musique, le dos droit comme un métronome, les doigts posés sur son carnet omniprésent. Elle ne parut pas surprise de le voir. « Je suppose que vous êtes ici pour insister pour que je vous le remette, » dit-elle, sans lever les yeux. Poirot sourit. « Ah, mademoiselle, je n'insistais. Je ne demande que votre coopération, même si je l'avoue, ce serait très révélateur. » Elle hésita un long moment, puis referma le livre avec un soupir et le lui tendit. « Vous n'y trouverez rien de scandaleux. »« Je ne cherche pas le scandale, » dit doucement Poirot, acceptant le carnet et l'ouvrant avec précaution comme un texte sacré. Son écriture était précise, serrée, tracée avec un rythme précis. Chaque page était datée, même les marges réglées. Il tourna le livre jusqu'à l'entrée, marquant la date du décès de Vera Dobrev. C'était là, 16h01. Dame Eugénia verse elle-même le thé et insiste pour servir Vera. Étrange moment. Vera hésite avant de boire. Un regard est échangé avec Élise. Simon semble distrait. Charles, indéchiffrable comme d'habitude. L'éclat de la tasse à thé est visible. Du poison caché? Eugénia est superstitieuse à propos de cette tasse. Poirot haussa un sourcil. Vous avez donc immédiatement suspecté un empoisonnement. Je me doutais de quelque chose. Vera n'était pas du genre à s'effondrer à cause du stress. Il continua sa lecture. La ligne suivante le fit s'arrêter. Plus tôt dans la journée, à la bibliothèque, j'ai trouvé Élise en pleurs, le doigt taché d'encre. Elle a prétendu avoir renversé son encrier. Charles a quitté la pièce rapidement à mon arrivée. Il leva les yeux. « Tu as vu ça ?» La mâchoire d'Agatha se raidit. « Oui. » Elle tremblait. Elle s'essuyait les mains avec un foulard en soie. Elle ne voulait pas que je la voie. « Encre !» répéta doucement Poirot, en jetant un coup d'œil au fil noir qu'il avait glissé dans sa poche plus tôt. « Tu ne parles pas de Vera dans les heures qui précèdent le thé. » Agatha hésita. « Parce que je n'étais pas sûre. Mais maintenant... » Maintenant ? Elle prit une inspiration. Au déjeuner, Vera m'a coincé. Elle m'a demandé, d'un ton énigmatique, si je m'étais déjà demandé comment un testament pouvait disparaître sans laisser de traces. Poirot haussa les sourcils. Un testament ? Elle n'a pas donné plus de détails. Mais je sais que tante Eugénia a révisé la sienne récemment. Et Vera s'est montrée persuasive, même désespérée. Je pense qu'elle est venue ici en espérant quelque chose d'Eugénia. Poirot hocha la tête et rendit le carnet. « Vous êtes observatrice, mademoiselle ? Mais je pense que vous observez pour vous tenir à l'écart, n'est-ce pas ? Pour vous protéger. » Agatha cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu insinues ? Que vous ne les observez pas seulement, mais que vous avez peur d'eux. » Elle ne répondit pas.
et ce silence en dit plus que n'importe quelle protestation. Poirot la laissa dans son ombre et continua dans le couloir jusqu'au salon, désormais vide à l'exception de Élise Rathbone, qui se tenait là, les yeux fixés sur la cheminée éteinte. Son reflet miroitait dans le vert du paysage encadré au-dessus de la cheminée. Elle ne se retourna pas lorsqu'il entra. « Pensez-vous que je l'ai empoisonné, monsieur Poirot ?» demanda-t-elle doucement. Poirot s'approcha d'elle. « Je pense, madame, que vous êtes une femme qui n'est pas portée à la haine. Mais vous n'êtes pas non plus portée à l'oisiveté. » Elle esquissa un léger sourire. « Je voulais quitter Charles. » C'est vrai. Vera le savait. Elle m'en a parlé le jour de notre arrivée. A-t-elle menacé de le dire à votre mari? Non. Mais elle a laissé entendre qu'elle le ferait. Elle a dit qu'elle pouvait me libérer. Quoi que cela veuille dire, elle aimait avoir du pouvoir sur les gens. As-tu écrit quelque chose le jour de sa mort? Élise cligna des yeux. Quoi? On vous a vu avec les doigts tachés d'encre. Elle baissa instinctivement les yeux vers ses mains. Oh, ce n'était rien. J'ai écrit une lettre. À moi-même, je suppose. C'était plutôt une entrée de journal. Je l'ai déchirée. Pourquoi? Parce que c'était stupide. De la colère. Et j'avais peur que quelqu'un le trouve. Poirot marqua une pause. Est-ce qu'il y avait le nom de Vera? Sa voix se réduisit à un murmure. Oui. Un instant de silence s'écoula. Poirot hocha doucement la tête. « Je crois que vous me dites la vérité, madame, » dit-il. « Mais peut-être pas tout. » Il la laissa là, fixant le foyer froid. De retour dans sa chambre, Poirot s'assit à son petit bureau, alignant son stylo, son bloc-notes et son objectif. Puis, il plaça le petit fil, le croquis taché et la frise chronologique qu'il avait construite en un seul et même arrangement. Quelqu'un avait accès aux meubles à tasses. Quelqu'un avait un mobile ancré non seulement dans la haine, mais aussi dans la peur. Vera Dobrev était venue à Renfield non pas en invitée, mais comme une menace. Et les menaces, Poirot le savait, sont souvent réduites au silence avant d'être entendues. Chapitre 7. Une lettre qui a disparu. Le dîner de ce soir-là fut une affaire tendue. La longue table en chêne de la salle à manger officielle, dressée de porcelaine tendre et de chandeliers en argent, ne pouvait dissimuler la fraîcheur ambiante. Lady Eugenia était assise à la tête, comme à son habitude, majestueuse et posée, mais ses remarques étaient moins nombreuses et sa fourchette plus silencieuse. Charles Rathbone buvait plus qu'il ne mangeait. Élise faisait tourner sa nourriture en petits cercles. Le colonel Flint coupait son rôti avec une précision militaire, mais ne parlait pas une seule fois. Même Simon Duval, d'ordinaire bavard, restait inhabituellement réservé. Poirot, lui aussi, était silencieux, mais pas inattentif. Son regard allait lentement d'un visage à l'autre, observant le tremblement de la main d'Agatha lorsqu'elle tendit la main vers son vin, la pointe de tension lorsqu'Élise demanda de l'eau, le regard perçant que Charles lui lança avant de remplir son verre. Personne n'a mentionné Vera Dobrev. C'était comme si, en taisant son nom, il pouvait sceller sa mort. Après le dessert, le groupe se dirigea vers le salon pour prendre un café. Poirot s'attarda, soi-disant pour admirer un tableau, mais en réalité, pour permettre aux invités de se déplacer sans sa présence. Il avait appris depuis longtemps que certaines vérités ne se révèlent qu'en son absence. Il était sur le point de le suivre lorsque Fowles apparut dans l'embrasure de la porte, le visage pâle et essoufflé. « Monsieur Poirot, venez vite. Il s'est passé quelque chose. » Poirot n'hésita pas.
Il ne fut pas conduit au salon, mais aux bibliothèques, une pièce chaleureuse, tapissée de livres, qui sentait le vieux cuir et la poussière. Là, les autres s'étaient déjà rassemblés. Élise se tenait près de la cheminée, visiblement secouée. Charles rôdait à proximité, les yeux plissés. Simon Duval se tenait les bras croisés. Agatha tenait quelque chose dans ses mains. Lady Eugénia avait l'air furieuse. « Que s'est-il passé » demanda calmement Poirot. Agatha se tourna vers lui. « J'ai trouvé ça, froissé dans la poubelle près du bureau. » Elle lui tendit un morceau de papier, déchiré, déplié et froissé au coin. Poirot a aplani la situation. « À quiconque trouvera ceci, s'il m'arrive quelque chose, sachez que ce n'était pas un accident. J'ai été menacé, j'en sais trop. Je... » Le reste de la page avait été violemment déchiré. Poirot lut le mot 2 fois, puis une 3e fois. « Où est le reste ?»« Je ne sais pas, » répondit Agatha. « Je n'en ai trouvé que la moitié. » Charles ricana. « Ça pourrait être une farce. »« Il n'y a pas de nom dessus. » Poirot regarda Élise. « Madame ?» Elle était pâle. « J'étais là tout à l'heure. Je lisais. Je n'ai pas vu ce mot. Il n'était pas là. »« Alors, il a été placé récemment, » dit Poirot en se tournant vers Simon. « Monsieur ?» Simon haussa un sourcil. « Ne me regarde pas. Je ne suis pas venu dans cette pièce depuis avant le déjeuner. » Poirot se tourna vers Lady Eugénia. « Madame, qui d'autre a accès à la bibliothèque ?»« Tout le monde, » lança-t-elle. « Ce n'est pas verrouillé. » Poirot brandit le mot. « Cette écriture vous semble-t-elle familière ?» Il y eut un silence. Puis, Agatha prit la parole. « C'est à Élise. » Tous les regards se tournèrent. Élise recula en titubant. « Non, ce n'est pas ça. Enfin, j'ai écrit quelque chose avant, oui. Mais ce n'est pas ça. Je l'ai déchiré. Je jure que je l'ai détruit. » Poirot s'avança doucement. « Tu es sûr ?»« Oui, » dit-elle d'une voix plus forte. « C'était une lettre personnelle. Je l'ai jetée au feu. » La voix de Charles était tendue. « Tu n'as jamais parlé d'écrire quoi que ce soit. » Elle se tourna vers lui. « Parce que c'était privé. Vous, plus que quiconque, devriez comprendre les secrets. » Poirot s'interposa entre eux. « Je vous en prie, ne nous attaquons pas. » Ce message, authentique ou dissimulé, était destiné à alarmer, et peut-être même à distraire. « Détourner l'attention de quoi ?» demanda Simon. Avant que Poirot ne puisse répondre, la porte s'ouvrit en grinçant. Fowles se tenait de nouveau sur le seuil, hésitant. « Excusez-moi, monsieur, mais... autre chose. Dans le bureau de Lady Eugénia, le secrétaire. » Ils le suivirent rapidement. À l'intérieur du bureau, le grand secrétaire en acajou était ouvert. Les tiroirs étaient entr'ouverts. Dame Eugénia s'avança en poussant un cri de surprise. « Mes lettres, mon testament, ont été fouillés !» Poirot entra, inspectant sans toucher. Du papier flottait. Une enveloppe, portant le sceau d'Eugénia, avait été à moitié brûlée, les bords brûlés. « Quelqu'un a essayé de détruire ça, » murmura-t-il. Agatha s'avança. Cette enveloppe, était-ce le testament révisé? Les yeux de Dame Eugénia brillèrent. « Oui ?» Poirot regarda lentement autour de lui. Pas d'effraction. Pas de serrure cassée. Quelqu'un dans cette maison a fouillé. Le colonel Flint, qui était apparu silencieusement dans l'embrasure de la porte, prit enfin la parole. On dirait que Vera Dobrev n'est pas la seule à en savoir trop. Poirot fixait les bords brûlants du testament. Quelqu'un était venu ici sous de faux prétextes. Quelqu'un qui avait besoin que le contenu de ce document disparaisse. Mais il ne l'avait pas entièrement détruit
que ce soit par précipitation, par peur ou par culpabilité. Il se tourna lentement, sa voix calme. Ce jeu ne se résume pas à un meurtre. Il y a la peur, il y a le silence, et maintenant, il y a le feu. Un invité était déjà décédé. Mais Poirot le savait désormais. Le tueur était toujours parmi eux. Et ils venaient de faire leur deuxième mouvement. Chapitre 8. La fortune qui a changé. Le silence régnait dans le bureau. Les invités étaient retournés dans leurs chambres respectives, certains murmurant des arguments. Lady Eugénia se tenait près du secrétaire, les doigts légèrement tremblants, réorganisant les documents restants. Poirot se tenait à ses côtés, le regard pensif, la voix basse et posée. « Vous êtes certain que c'est votre Nouveau Testament qui a été à moitié brûlé ?» Eugénia hocha la tête. « Oui. Je reconnais le cachet de cire. Je l'ai laissé ici exprès, non envoyé, non signé, mais définitif. Qui le savait? Seulement Agatha. Je me suis confié à elle il y a 2 semaines. Et peut-être Fowles. Il m'a vu la déposer là, mais n'a rien dit, comme tout bon serviteur l'aurait fait. » Poirot tapota du bout des doigts. « Et son contenu, madame ?» Elle hésita. Poirot inclina doucement la tête. « Pardonnez-moi. Je ne vous le demande pas par impertinence, mais par nécessité. Il semble que quelqu'un ait été prêt à le détruire, peut-être même à tuer pour lui. » La voix de Lady Eugénia était calme, mais cassante. Le testament initial favorisait Agatha et les Radbon, Charles et Élise, à parts égales. Mais au cours de l'année écoulée, j'ai commencé à reconsidérer ma position. Poirot haussa un sourcil. J'avais prévu de diviser par 2 la part de Charles. Je ne fais plus confiance à son sens des affaires, et j'ai légèrement augmenté celle d'Agatha en signe de loyauté. Élise est restée indifférente. Elle ne m'a jamais rien demandé. Poirot réfléchit. Et Simon Duval? Elle eut un petit rire. Il n'a jamais figuré dans le testament. Mais il avait des raisons de penser qu'il pourrait l'être. C'est possible, dit-elle. Il m'a clairement fait comprendre, subtilement, bien sûr, que ses investissements étaient en difficulté. Il s'attendait peut-être à ma générosité. « Et mademoiselle Dobref ?» demanda doucement Poirot. Les yeux d'Eugénia se plissèrent. Elle soupçonnait des changements. Elle m'a confié, au cours d'un verre de sherry, qu'elle savait que les secrets pouvaient coûter cher, voire être fatals. Je n'ai pas tenu compte de cette idée sur le moment. Poirot croisa les mains. Véra aurait donc pu être au courant du Nouveau Testament, et quelqu'un d'autre aurait craint ce qu'elle révélerait. Le regard d'Eugénia se porta vers l'âtre où l'enveloppe avait brûlé. Quelqu'un qui avait tout à perdre. Poirot se tourna vers Fowles, qui se tenait silencieusement dans un coin. Fowles, qui a eu accès à cette pièce aujourd'hui? Le majordome répondit sans hésiter. Mademoiselle Cardew, brièvement. Puis Monsieur Radbon. Plus tard, le colonel Flint demanda à lire en privé. Après cela, Mademoiselle Élise revint chercher un livre. Poirot hocha la tête. Et Simon Duval? Je ne l'ai pas vu entrer, monsieur, mais la porte de la bibliothèque est restée sans surveillance pendant un certain temps. Poirot murmura. Cela a dû être trouvé par quelqu'un qu'ils avaient pour le chercher. Pas au hasard, mais avec précision. Cela suggère une prescience. Dame Eugénia croisa les bras. Vous croyez que Véra en a parlé à quelqu'un? Je crois qu'elle a peut-être menacé de le faire. Il quitta le bureau peu après et monta à l'étage, s'arrêtant devant la porte d'Agatha Cardew. Il frappa doucement. Après un silence, elle ouvrit, toujours habillée, ses lunettes légèrement de travers.
Vous croyez que la destruction du testament était liée à la mort de Vera ? Demanda-t-elle aussitôt. Poirot esquissa un léger sourire. Mademoiselle, je commence à croire que tout est lié. Agatha s'écarta pour le laisser entrer. La pièce était clairsemée, ordonnée, austère, avec une seule orchidée sur le bureau et une rangée de livres à côté de son lit. « Je me suis posé une question, mademoiselle Cardew, » dit Poirot, assis seul. « Pourquoi quelqu'un détruirait-il un testament après la mort de Vera Dobrev? »« Pour empêcher le lien, dit-elle aussitôt. Pour effacer le mobile. »« Exactement. Vera représentait une menace, non seulement émotionnelle, mais aussi juridique. Elle a fait allusion au contenu du testament. Quelqu'un a paniqué. Agatha hocha la tête. Ou essaya de le faire, regardait comme si quelqu'un d'autre avait paniqué. « Ah !» dit Poirot, ravi. « Maintenant, tu penses de comme Poirot. » Elle a presque souri. « Mais je ne l'ai pas fait. »« Non, » dit-il doucement. « Je ne pense pas. » « Vous êtes précis. Si vous aviez voulu que cette volonté disparaisse, elle n'aurait pas été à moitié brûlée. Elle aurait complètement disparu. » Elle le regarda, incertaine. « Et alors ?» Poirot se leva. « Voilà, mademoiselle, ce que nous sommes sur le point de découvrir. Il manque encore une pièce. La main qui a placé le poison, celle qui a brûlé le testament et celle qui a écrit le mot sont peut-être la même. » Il se dirigea vers la porte. « Mais ce n'est peut-être pas le cas. Il y a ceux qui tuent par peur. Et il y a ceux qui laissaient les autres se tuer par commodité. » Il la laissa avec cette pensée. De retour dans sa chambre, Poirot se tourna vers les preuves posées sur le bureau, l'éclat de porcelaine avec la légère empreinte digitale, le fil noir, le bord taché, et maintenant, l'enveloppe carbonisée. Il les observa tous, leur disposition formant une carte mentale. Le tueur, croyait-il maintenant, n'avait pas agi impulsivement. Ils avaient prévu. Mais les erreurs, l'empreinte digitale, l'enveloppe à moitié brûlée, suggéraient qu'il l'avait été faite sous pression. Poirot se pencha en arrière, les yeux fermés. « Ce n'est pas un crime passionnel, c'est un crime stratégique. Mais même le général le plus prudent laisse des traces dans la neige. » Et maintenant, il était sur le point de les trouver. Chapitre 9. Les jeux auxquels les gens jouent. Le soleil se levait lentement sur le manoir de Renfield, sa pâle lumière perçant à peine le givre sur les fenêtres, orientées à l'est. La maison, encore drapée de tension, avait l'allure d'un théâtre entre deux scènes. Les acteurs attendaient derrière des rideaux de velours, le souffle coupé, les répliques manquées. Poirot se leva tôt. Il s'habilla impeccablement, cira ses chaussures jusqu'à ce qu'elles reflètent la lumière du feu et essuya une peluche presque invisible de son revers. La journée à venir, il le savait, ne serait pas une journée d'action, mais de pression. La pression, croyait-il, révélait tout. Il descendit prendre son petit déjeuner à 8 heures précises, ne trouvant que Simon Duval et colonel Flint à la table. Les deux hommes étaient inhabituellement silencieux. Simon avait un exemplaire de Le Times plié à côté de son assiette intacte. Le colonel en était déjà à sa 2e tasse de thé. « Bonjour, messieurs », salua Poirot. « On m'a dit que les œufs étaient particulièrement bien préparés aujourd'hui. » Le colonel Flint grogna. Simon esquissa un sourire forcé. Poirot s'assit et déplia nonchalamment sa serviette. « Avez-vous bien dormi tous les deux ?»« Non, » répondit Simon. « C'est plutôt difficile avec un meurtrier dans la maison. »« Un homme aurait bien besoin d'un cognac avec son porridge ?» marmonna Flint. « Non pas que Lady Eugénia autorise ce genre de choses au petit déjeuner. »
Poirot les observa attentivement. Les yeux de Duval étaient rouges. La main de Flint tremblait légèrement. « Je me demande, » dit Poirot d'un ton léger, « si notre criminel dort vraiment. La conscience est un compagnon de lit délicat, n'est-ce pas? » Personne n'a répondu. Bientôt, d'autres arrivèrent, Élise, tirée et pâle, ses yeux allant d'une chaise à l'autre, Agathe, serrant son carnet, assise aussi loin que possible de Charles, et finalement Dame Eugénie, majestueux même en robe de chambre en soie. Seulement Charles Rathbone n'était pas encore apparu. « C'est curieux, » remarqua Poirot avec désinvolture, « que M. Rathbone soit en retard. Il n'est pas du genre, je crois, à rester au lit sans être appelé. » Dame Eugénia fronça les sourcils. « Il est généralement ponctuel. »« Je l'ai vu hier soir, » dit soudain Simon. Il arpentait le couloir vers minuit. « Vraiment ?» demanda Poirot, les sourcils levés. Simon hocha la tête. Il avait l'air tendu, presque agité. J'ai supposé qu'il s'était disputé avec Élise. Élise ne dit rien. Un instant plus tard, Fowles entra. « Mes excuses, Lady Eugénia. Monsieur Rathbone n'est pas dans sa chambre. Il n'a pas dormi dans son lit. » Un petit halètement parcourut la table. « Comment ça, pas encore réveillé ?» s'exclama Eugénia. « Soigneusement fait, intact. Aucun signe de lui à l'étage. J'ai fouillé le jardin et les écuries. Son manteau a disparu. » Élise se leva brusquement. « Tu crois qu'il a couru ?» Poirot se leva lentement. « C'est une possibilité, mais je préfère les faits. » Il se tourna vers Fowles. « Nous devons fouiller le domaine. Discrètement. S'il se promène simplement, nous ne voulons pas l'alarmer. Sinon, nous devons être prêts. » En quelques minutes, Poirot, le colonel Flint et Simon Duval ratissaient l'aile ouest, tandis qu'Agatha et Élise fouillaient les allées du jardin. Poirot, cependant, ne se rendit pas dans l'aile ouest. Il est retourné à la bibliothèque. Ses pas lents, méthodiques. Il avait laissé quelque chose d'inachevé là. À l'intérieur, la lumière matinale filtrait à travers les rideaux. Sur le bureau se trouvait un petit encrier, nettoyé et récemment rempli. À côté, la corbeille à papier avait été vidée, mais Poirot s'agenouilla et caressa délicatement la doublure intérieure. Là, à peine visible, un petit coin de parchemin brûlé avait fondu dans la base. Il l'a extrait avec une pince à épiler et l'a exposé à la lumière. Il correspondait au papier du testament révisé d'Eugénia. « De l'impatience, » murmura Poirot. Le signe d'une personne stressée. Soudainement, un cri. Cela venait du couloir sud. Poirot se précipita hors de la bibliothèque, ses pieds se déplaçant à une vitesse surprenante. Dans la véranda, Élise se tenait debout, les deux mains sur la bouche, tremblante de tous ses membres. À ses pieds, sur le carrelage froid, gisait Charles Rathbone, inconscient. Ou pire. Poirot s'agenouilla près de lui. Son pouls était faible et sa respiration était saccadée. Ses lèvres étaient bleues. « Du poison ?» demanda Simon derrière lui. Poirot examina le bout des doigts de Charles. « Ils sont tachés, dit-il, d'encre. » Dame Eugénia arriva, fixant Charles. « Oh, mon Dieu !» Poirot se leva, lentement. Son visage était grave, mais calme. « Ceci, dit-il doucement, n'était pas une tentative de suicide. » Élise murmura. « Alors ?» Poirot les regarda tous. C'était la panique. Le meurtrier a encore frappé, mais cette fois, pas pour tuer. Il regarda Charles Rathbone. C'était du désespoir. Et le désespoir est toujours bruyant. Chapitre 10. Chronologie et feuilles de thé.
Charles Radbone fut installé sur le canapé du salon sous la supervision de Fowles. Le docteur Hadley, appelé du village, arriva rapidement, son manteau encore couvert de givre et le front plissé par l'inquiétude professionnelle. Une dose légère, murmura le médecin après son examen. Pas mortelle, mais certainement pas accidentelle. Dame Eugénia, assise, un cognac à la main, chose inhabituelle à cette heure-là, leva le menton. Insinuez-vous que quelqu'un a tenté d'empoisonner Charles? Le médecin hésita. Seulement qu'il a ingéré quelque chose qu'il n'aurait pas dû, probablement par l'alcool ou une substance manipulée, peut-être à base d'encre. À ces mots, les yeux de Poirot se rétrécirent. Il s'excusa et sortit de la pièce et revint quelques instants plus tard, avec un petit objet enveloppé dans un mouchoir. Un styloal l'avait trouvé, près du bureau du conservatoire, sans son capuchon, maculé d'encre séchée. Docteur, dit doucement Poirot, pourrait-on absorber une trace de substance nocive par contact avec un stylo contaminé, en supposant que l'encre contienne un irritant? Hadley l'observa, renifla une fois et fronça les sourcils. Il y a un astringent puissant ici. Peut-être de l'extrait de belladone. Pas mortel, sauf concentré, mais désorientant. Nausée, vertige. Oui. Poirot hocha la tête pensivement et se tourna vers les autres. Alors, Charles Rathbone n'a pas ingéreur empoisonné par la boisson. Il a peut-être été trompé pour l'absorber à travers un objet commun. Un objet qu'il a manipulé lui-même, peut-être sans le savoir. Simon Duval fronça les sourcils. Alors quelqu'un l'a planté. Il savait qu'il s'en servirait. Poirot se tapota la tempe du doigt. Exactement, monsieur. Ce n'était pas une tentative improvisée. C'était calculé. Mais pourquoi l'empoisonner? Maintenant, et seulement légèrement? Voilà, mes amis, l'énigme. Dame Eugénia murmura « Peut-être que quelqu'un voulait le faire taire. » Ou discréditer, proposa doucement Élise. Poirot lui lança un regard sévère. Oui. Ou peut-être que quelqu'un voulait qu'on, pense Charles, était le coupable, et dissiper tout soupçon. Un lourd silence s'ensuivit. Charles, encore en convalescence, remua légèrement sur le canapé. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Poirot s'avança. « Monsieur Rathbone, vous souvenez-vous de quelque chose ?» Sa voix était faible, rauque. J'étais dans la véranda. J'écrivais une lettre. Quelque chose ne sentait pas bon. L'encre me piquait les doigts. Puis, son visage se tordit, soit par la douleur, soit par le souvenir. Poirot hocha la tête. Vous souvenez-vous de ce que vous écriviez? Charles ferma les yeux. Un message pour Eugénia? À propos du testament, à propos de Vera. J'allais tout lui dire. Poirot se tourna vers les autres. Voilà, vous voyez, un motif suffisant. Charles expira. Je n'ai pas tué Vera, mais je sais qui aurait pu. Lady Eugénia se leva de sa chaise. Charles, pour l'amour du ciel, si tu sais quelque chose, dis-le franchement. Charles ouvrit la bouche, puis hésita. Son regard se posa sur Élise. Elle n'est pas ce qu'elle paraît, murmura-t-il. Agatha non plus? Poirot pose une main apaisante sur son épaule. Ça suffit pour l'instant, monsieur. Reposez-vous. Il se tourna vers les autres. Maintenant, je dois vous demander à tous de regagner vos chambres. J'ai besoin d'espace, de temps, de silence. Une fois parti, Poirot retourna dans ses appartements. Là, il rouvrit son carnet et commença à noter une chronologie. 15 heures, le thé est prêt. Eugénia le verse elle-même. Vera reçoit la tasse ébréchée. Elle hésite. 15h07. Vera boit.
La conversation s'engage. Quelques minutes plus tard, elle s'effondre. 16 heures. Fowles nettoie les fragments. Poirot préserve la coupe. Soirée. Agatha découvre un mot déchiré dans la bibliothèque. Peu après, le secrétaire est découvert ouvert. Le testament est à moitié brûlé. Tard dans la nuit, Charles a été aperçu en train de faire les 100 pas. Sa chambre est restée intacte. Au matin, on le retrouve dans la véranda, empoisonné, mais vivant. Poirot étudia la séquence, les yeux plissés. Trop de coïncidences, trop de mouvements, documents. Autrefois, du poison dans le thé. Maintenant, dans s'ancre, un modèle, non pas de rage, mais de planification. Il rouvrit le carnet d'Agatha. Son récit du jour du meurtre décrivait un moment étrange. Élise Rathbone, les doigts tachés d'encre, un foulard en soie, un tremblement. Il s'est retourné vers l'avant. Une note plus récente, ajoutée à la hâte. Élise a pleuré hier soir. Charles n'est jamais venu se coucher. Elle craint qu'il se doute de quelque chose. Elle m'a demandé si je la croyais dangereuse. Poirot ferma le carnet, plongé dans ses pensées. Quelqu'un avait modifié ses méthodes. Le poison dans la coupe était visible, direct. L'encre était cachée. Un changement stratégie psychologique. Une nouvelle couche de tromperie. Il murmura. C'est un tueur qui connaît la peur, mais qui sait aussi l'inspirer. Et peut-être, comment l'exploiter? Il se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, le vent s'était levé sur le jardin, faisant bruisser les dernières feuilles d'automne. Bientôt, il les rassemblerait tous. Mais d'abord, un dernier test, un dernier point de pression. Si le tueur jouait à un jeu de manipulation. Puis, Hercule Poirot venait de faire son prochain mouvement. Chapitre 11. Le piège sous le silence. À 1 heure, la cloche sonna dans tout le manoir de Renfield, un carillon inhabituel qu'on n'entend pas souvent en dehors des occasions formelles. Les invités se réunirent une fois de plus dans le salon, convoqués par Hercule Poirot lui-même. Lady Eugénia était assise dans son fauteuil à haut dossier, les bras croisés, l'air indéchiffrable. Élise se tenait près de la fenêtre, visiblement pâle, la main agrippée au bord du rideau. Simon Duval se prélassait nonchalamment dans un fauteuil, feignant l'indifférence. Le colonel Flint s'appuyait raidement contre la cheminée, sa moustache frémissante. Agatha Cardew était assise près de l'étagère, son carnet fermé, mais fermement serré sur ses genoux. Charles Rathbone, encore faible, avait été aidé par Fowles et était maintenant assis près du feu, une couverture sur ses genoux, les yeux légèrement vitreux. Poirot entra le dernier, parfaitement calme comme toujours. « Mesdames, messieurs, commença-t-il, merci d'être venus. Je vous demande simplement votre patience et votre franchise. Je crois que nous approchons du cœur de ce mystère. » Un murmure inconfortable parcourut la pièce. Poirot se dirigea vers la cheminée, les mains jointes. « Voyez-vous, une chose très étrange me trouble, l'incohérence des méthodes. D'abord, une tasse de thé empoisonnée, ensuite un testament brûlé, puis de l'encre empoisonnée. Ils semblent distincts, mais je vous assure qu'ils ne le sont pas. » Dame Eugénia haussa les sourcils. « Êtes-vous sur le point d'accuser quelqu'un, monsieur ?» « Non, » répondit Poirot d'une voix douce. « Pas encore. » Il se tourna vers Agatha. « Mademoiselle Cardew, vous êtes observatrice. Vera Dobrev vous a-t-elle dit quelque chose le matin de sa mort, à part sa remarque sur les testaments ?» Agatha remua sur son siège. Elle a dit, je cite, « Tout dans cette maison cache quelque chose. Les gens, les pièces, même la porcelaine. »
Poirot sourit faiblement. Même la Chine. C'est remarquable, comme elle a remarqué si vite ce que les autres ignoraient. Il s'approcha du buffet et en sortit une soucoupe en porcelaine. « Voici, dit-il, une des tasses à thé de dame Eugénia. Et celle-ci » Il déposa prudemment le fragment de tasse, ébréché, et celle que Véra utilisait. Il fit un geste dans sa direction. Qui savait que Véra craignait cette tasse? Qu'elle avait une certaine réputation dans la famille? Personne n'a parlé. Le regard de Poirot se déplaça vers Élise. « Vous l'avez fait, madame. Agatha a remarqué votre regard, votre hésitation, lorsque Véra a soulevé la tasse. Pourquoi ?» La voix d'Élise tremblait. « J'ai trouvé ça bizarre. Eugénia a servi le thé elle-même. Qu'elle ait... » Choisi que tasse. Dame Eugénia se retourna brusquement. Accusez-vous moi maintenant? Je n'accuse personne. J'ai une question. Et observez, répondit Poirot d'un ton neutre. Il se tourna ensuite vers Simon Duval. Monsieur, vous n'avez pas grand intérêt à faire un testament. Pourtant, vous étiez près du bureau la nuit où le document a été falsifié. Pourquoi? Simon se déplaça. Je cherchais un livre. La porte était ouverte. N'as-tu pas dit plus tôt que tu n'étais pas du tout entré dans le bureau? Simon hésita. Eh bien, j'ai peut-être jeté un coup d'œil. Poirot hocha la tête. Oui. Un simple coup d'œil nous apprend beaucoup de choses. Il s'avança à nouveau. Colonel Flint, votre expérience militaire témoigne d'un moral d'acier. Pourtant, même vous avez tressailli aux conclusions du médecin ce matin. Pourquoi? La mâchoire du colonel se crispa. Parce que l'empoisonnement est l'arme des lâches. L'arme d'un lâche, répéta doucement Poirot. Et pourtant, on s'en sert sans cesse dans cette maison. Il laissa le silence s'étendre. Puis, sans prévenir, il a retiré une enveloppe scellée de sa poche et le posa sur la table. Ceci, annonça-t-il, contient une déclaration. Des aveux complets. Ce n'est pas l'auteur du meurtrier, mais cela décrit exactement ce qu'il a fait. Je l'ai placé dans un tiroir vide ce matin. Et j'ai laissé le tiroir ouvert. La pièce était tendue. Le regard de Poirot scruta leur visage. Le regard d'Élise se porta sur l'enveloppe. Simon se raidit. Agatha baissa les yeux. Charles remua sous sa couverture. Seul le colonel Flint demeura parfaitement immobile. Poirot éleva légèrement la voix. Et pourtant, quand je suis retourné à ce tiroir il y a quelques minutes, j'ai trouvé l'enveloppe déplacée, fermée, presque cachée. Curieux, non? Personne n'a parlé. Poirot se tourna lentement vers Élise. Ses mains tremblaient. « Tu l'as lu ?» dit-il doucement. Ses lèvres tremblaient. J'étais juste curieuse. Il était écrit « Confession ». Qu'est-ce qui toi? Qu'est-ce que j'ai fait? Poirot hocha légèrement la tête. La curiosité n'est pas un crime, madame, mais la panique est dangereuse. Avez-vous reconnu les actions décrites? Élise détourna le regard. Je ne vois pas ce que tu insinues. Poirot retourna vers le foyer. Je sous-entends simplement ceci. Quelqu'un dans cette salle se croit très malin. Il a orchestré une piste destinée à nous embrouiller. Mais l'ingéniosité n'est pas la perfection. En essayant d'effacer un indice, il en a laissé un autre. Il fit un geste vers le jeton de la tasse à thé. Une empreinte digitale. Un fil. Une plume empoisonnée. Et maintenant, une confession. Fausse ou vraie, je ne dirai pas. Il laissa la pièce mijoter. Et bientôt, très bientôt, je vous demanderai de vous rassembler à nouveau. Et à ce moment-là, il tapota doucement l'enveloppe. Nous allons ouvrir ceci.
Puis Poirot se retourna, hocha poliment la tête et sortit, laissant la pièce dans un silence stupéfait. Chapitre 12. L'heure du dénouement. Quelques minutes seulement après le départ de Poirot, le salon s'était transformé en une tempête de paroles et de regards en coin. Le silence qu'il avait laissé derrière lui ne dura pas. Lady Eugénia fut la première à le briser. Eh bien, c'était théâtral, dit-elle en posant son verre avec un tintement délibéré. Des aveux scellés? Placés délibérément? À quoi joue-t-il? Simon Duval croisa les jambes, le visage calme et forcé. Pression psychologique. Du Poirot classique. Il pense que l'un de nous va craquer. Et peut-être, dit colonel Flint, se levant de sa place devant la cheminée. L'un de nous l'a déjà fait. Quelqu'un a-t-il remarqué le visage d'Élise à l'instant? Tous les regards se tournèrent. Élise resta immobile, figée, les bras croisés sur sa poitrine. Ses lèvres s'ouvrirent, comme pour parler, mais rien ne sortit. Tu crois que j'ai écrit ce mot? Demanda-t-elle finalement. Que j'ai empoisonné Charles. J'ai passé la semaine dernière à essayer de... Aide-lui! Si je voulais vraiment le tuer, tu ne crois pas que j'aurais fini le travail? C'est exactement pour ça que Poirot l'a appelé désespoir, dit Agathe, la voix posée mais le regard perçant. Le timing, la méthode. Ce n'était pas un meurtre, c'était un avertissement. Une diversion. Élise se tourna vers elle. Et tu sais comment? Heureusement que tu as trouvé ce mot déchiré, Agatha. Agatha ne broncha pas. Parce que ce n'est pas moi qui ai dit à Vera qu'elle méritait ce qu'elle a eu après la discussion sur le testament. Élise recula, stupéfaite. Je n'ai jamais dit ça. Oui, répondit doucement Agatha. Tu l'as fait. La veille de sa mort? À la bibliothèque. J'étais dans la pièce d'à côté. Simon Duval émit un léger sifflement. Eh bien, ça devient intéressant. Charles, encore groggy mais lucide, se redressa légèrement. Moi aussi, je l'ai entendu, murmura-t-il. Pas les mots, peut-être. Mais Élise était en colère contre Vera. C'est pour ça que je l'ai confrontée ce soir-là. Élise se tourna vers lui, la voix aiguë, incrédule. Tu confrontais moi? Tu ne m'as même pas parlé cette nuit-là. Tu as disparu. J'essayais de retrouver le testament, dit Charles, en serrant les dents, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Dame Eugénia se leva lentement, son regard balayant la pièce. Assez. Vous vous comportez tous comme des chacals. Quels que soient nos différends, quelqu'un assassinait Vera. Et j'ai failli faire pareil avec Charles. Pointer du doigt Poirot en son absence, c'est exactement ce qu'il veut, interrompit Simon. Laissons la tension monter. Laissons les fissures apparaître. Le colonel Flint s'éclaircit la gorge. Eh bien, on voit des fissures, c'est sûr. Il fixa Agatha du regard. Tu as été discrète pour quelqu'un qui a toujours été au cœur de tout. Trouver des lettres, chuchoter à propos de tasses, toujours au bon endroit, au bon moment. Agatha soutint son regard avec un calme inattendu. Parce que j'observe et j'écris ce que je vois. C'est pour ça que Génia me fait confiance. Ou peut-être, dit lentement Simon, que tu écris le scénario pour nous tous, y compris cette confession. Agatha se leva, visiblement offensée. Je n'ai pas écrit la confession. Peut-être pas, murmura Charles, mais quelqu'un l'a fait. Et celui-là sait que Poirot est tout prêt. Élise se pressa la tempe. Et si c'était du bluff? Et s'il y avait... Est-ce aucune confession? Et il l'a juste dit pour voir qui réagirait. Simon sourit. Si c'est le cas, ça a marché. Tu as réagi tout l'après-midi.
Dame Eugénia se tourna vers les fenêtres, à voix basse. La peur est dans l'air maintenant. Celui qui a tué Vera est parmi nous. Et il panique. La voix d'Agatha, calme mais assurée, tranchait la tension. Poirot a dit une chose primordiale. Ce n'était pas de la rage. C'était une stratégie. Quelqu'un a calculé chaque étape. La pièce redevint silencieuse. Dehors, le vent se leva. Les feuilles raclaient doucement les vitres plombées. Le silence était revenu au manoir, mais celui d'une menace persistante. Le colonel Flint a finalement réussi à le briser. Où est Poirot maintenant? Dame Eugénie répondit sans se retourner. À l'ouest, pour étudier? Il a demandé à ne pas être dérangé. Élise expira en tremblant. Il a dit qu'il nous rappellerait bientôt. Pour la dernière réunion. Agatha s'assit lentement. Alors je propose qu'on attende. Parce que celui qui ment, elle regarda directement Simon. Ah, je ne pourrai plus mentir très longtemps. Chapitre 13. Le détail qui ne devrait pas exister. Poirot était assis seul au bureau du bureau ouest de Lady Eugénia, celui-là même où se trouvait autrefois la première version du testament, non envoyée, mais essentielle. Autour de lui étaient soigneusement disposés des objets, la tasse de thé ébréchée, une enveloppe scellée, un morceau de parchemin brûlé dans un plat en verre, et la plume empoisonnée. Il les fixait du regard, tandis qu'un maître d'échecs étudiait son échiquier avant un coup décisif. Il avait tourné et retourné le puzzle dans son esprit pendant des jours, mais maintenant, enfin, il voyait le forme, non seulement la séquence des événements, mais aussi la faille, l'erreur. La chose si petite qu'elle pourrait facilement passer inaperçue, et pourtant si accablante qu'une seule personne aurait pu la réaliser. Alors, murmura Poirot, tu as bien joué, mon ami, mais pas parfaitement. Il se leva et sonna pour Fowles. Auriez-vous l'amabilité de demander à mademoiselle Cardew de se joindre à moi? Discrètement, seul. 5 minutes plus tard, Agatha Cardew entra dans la pièce. Ses pas étaient mesurés, calmes comme toujours, mais Poirot remarqua une légère tension dans ses épaules. Vous m'avez demandé, monsieur Poirot? Oui, mademoiselle. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Elle s'assit sur la chaise, en face de lui, joignant ses mains sur son genou. Poirot l'étudia attentivement. Je voudrais vous interroger sur quelque chose que vous avez noté dans votre carnet. Vous souvenez-vous de ce que vous avez écrit l'après-midi, précédant la mort de Vera Dobrev? Vous avez écrit qu'Élise Rathbone avait les doigts tachés d'encre, n'est-ce pas? Oui, répondit Agatha en hochant la tête. Elle ajustait son écharpe. J'ai remarqué les taches. Avez-vous trouvé cela étrange? Pas forcément. Elle était près du bureau tout à l'heure. J'ai supposé qu'elle avait écrit un mot. Poirot se pencha légèrement. Mais, mademoiselle, j'ai inspecté le bureau ce soir-là. Aucune plume n'avait été utilisée depuis le matin. L'encrier était plein, neuf, jamais utilisé. Élise n'aurait rien pu y écrire. Agatha fronça les sourcils. Alors peut-être que ça venait d'autre chose? Ah, dit doucement Poirot. Mais il y a plus. Vous avez aussi remarqué qu'elle a hésité quand Vera a pris la tasse ébréchée. Oui. Et tu étais dans la pièce d'à côté. La bibliothèque, c'est ça? Agatha hocha de nouveau la tête. Exact. Poirot pencha la tête. Alors comment as-tu vu les mains d'Élise? Agatha cligna des yeux. La porte était légèrement entr'ouverte. J'ai vu à travers. Mais vous l'avez décrite en train d'ajuster son écharpe avec les deux mains, dit doucement Poirot. Et remarquant le tache,
Il y eut une pause. Le ton de Poirot devint plus froid, plus précis. Vous avez décrit la couleur de l'encre, mademoiselle Cardew. Bleu marine. Ce détail n'était pas visible depuis la bibliothèque. Ni la tasse ébréchée, à moins d'être entrée dans la pièce. Le sang-froid d'Agatha vacilla légèrement. Sa main gauche se crispa légèrement sur ses genoux. « J'ai dû m'approcher, dit-elle. J'ai peut-être oublié. »« Ah, mademoiselle, dit doucement Poirot. Vous vous en souvenez ? Trop, c'est ton erreur. » Il se leva et se dirigea vers la cheminée. « Tu as tout observé, n'est-ce pas ? Mais parfois, ceux qui observent de trop près oublient de mentir. Tu t'es trahi. » Elle se leva brusquement. « Tu penses que j'ai tué Vera ?» Poirot se retourna. « Je pense que tu savais exactement ce qu'il y avait dans cette tasse. Tu n'as pas hésité par intuition. Tu as hésité par culpabilité. Et plus que ça, seulement, toi aurais pu voir. » Vera atteindre la tasse ébréchée avant que quelqu'un d'autre n'entre. Parce que l'on plaçait là, Agatha respirait plus vite maintenant. « J'ai trouvé le mot, » dit-elle. Celui que Vera avait écrit à propos du testament. « Je l'ai trouvé déchiré et... » Poirot l'interrompit. « Parce que tu l'as déchiré. Tu trouvais rien. Tu craignais que Vera en sache trop. Peut-être t'a-t-elle vu manipuler le tiroir du testament. Peut-être même t'a-t-elle interpellé. » Il s'avança, la voix calme et mesurée. « Vous n'aviez pas l'intention de la tuer ce jour-là. Vous aviez seulement l'intention de la faire taire ou de l'effrayer. Une dose dans le thé, juste assez pour la désorienter. Mais elle a réagi de manière imprévisible. Elle s'est effondrée trop tôt. Elle est morte trop vite. » Les mains d'Agatha tremblaient. C'était une menace. Elle disait qu'elle gâcherait tout, qu'Eugénia l'avait nommé exécutoire testamentaire. Elle ne bluffait pas. Poirot expira lentement. Et puis vint la panique, la volonté, l'encre, la plume empoisonnée pour Charles, qui commença à poser trop de questions. Agatha fit un pas en arrière. « Tu ne peux pas prouver que j'ai touché la tasse. » Poirot souleva l'éclat de porcelaine de la table. « Il y a une empreinte partielle. Et maintenant, mademoiselle, il y a le mobile, l'incohérence temporelle, et la seule chose à laquelle vous n'avez pas pu résister, le contrôle. Vous pensiez écrire la fin de cette pièce. » Il se redressa, les yeux perçants. « Mais ceci, voyez-vous, est Poirot, rendez-vous. » Agatha s'enfonça dans la chaise derrière elle et n'a rien dit. Chapitre 14. Le calme avant le démasquage. Le grand lustre du salon était allumé. Sa lueur dorée baignait la pièce d'une lumière chaude, projetant de longues ombres sur les murs. Dehors, le soleil commençait à décliner derrière la lande, et le vent raclait faiblement les fenêtres, prélude propice à la révélation. Poirot se tenait devant la cheminée, les bras croisés derrière le dos. Une petite table d'appoint avait été dressée à côté de lui, sur laquelle reposait l'enveloppe cachetée, le tesson de porcelaine, la plume empoisonnée et le carnet d'Agatha, ses accessoires pour l'acte final. Dame Eugénia entra la première, resplendissante dans sa soie violet foncé, sa canne claquant doucement sur le sol. « Alors, dit-elle, est-ce le moment ? » « C'est vrai, madame, répondit Poirot. Vous saurez tous avant la fin de l'heure. » Un par un, les autres suivirent. Simon Duval, les mains dans les poches, les lèvres pincées. Élise Radbonne, silencieuse, le visage tiré mais curieux. Charles, maintenant aidé de Fowles, prit place près de l'âtre. Le colonel Flint se tenait debout comme pour une parade, et enfin, Agatha Cardew entra,
le regard rivé sur celui de Poirot, avec une expression indéchiffrable. Ils se disposèrent comme des acteurs sur une scène. Poirot se tourna vers eux. Mes amis, commença-t-il, merci de vous joindre à moi. Ce soir, le mystère qui hante Renfield ces derniers jours trouvera sa conclusion. Il fit un geste vers la table à côté de lui. Vous voyez devant vous les indices? Une tasse de thé ébréchée, un stylo empoisonné, un testament altéré et presque détruit. Et pourtant, ces objets ne résolvent pas le crime. C'est toujours pareil. L'objet ne fait que refléter l'esprit qui l'utilise. Il s'arrêta. Commençons par Vera Dobrev. Arrivée à Renfield, il y a quelques jours seulement, elle était perspicace, curieuse et intelligente. Elle percevait des choses que les autres ignoraient. Et, point crucial, elle remettait en question le testament. Dame Eugénie se raidit. Ces questions ont alarmé quelqu'un. Non pas parce qu'elle avait tort, mais parce qu'elle avait raison. Cette personne a d'abord agi avec subtilité. Elle lui a glissé une tasse apparemment inoffensive, ébréchée d'une manière qui pouvait attirer l'attention, mais aussi suggérer un hasard. Poirot leva la coupe. Mais ce n'était pas un hasard. Vera hésita. Elle sentit l'amertume. Quelques minutes plus tard, elle s'effondra. Simon se pencha. Mais qui? Qui le lui a donné? Poirot regarda Lady Eugénia. Vous avez servi le thé? Oui, madame. Mais vous n'avez pas choisi les tasses. Vous avez fait confiance à votre assistante. Tous les regards se tournèrent vers Agathe. Elle n'a pas bronché. J'ai toujours préparé le service à thé avant que Lady Eugénia ne le serve, a-t-elle déclaré. En effet, acquiesça Poirot. Et vous avez placé la tasse ébréchée à l'endroit précis que Vera aurait choisi. Puis, plus tard, vous avez récupéré un mot à moitié écrit, un brouillon des inquiétudes de Vera concernant le testament. Vous l'avez déchiré, tenté de le brûler, mais votre sang-froid vous a trahi. Vous en avez laissé des fragments. Poirot brandit le fragment de parchemin brûlé dans son plat. Et cette nuit-là, quand Charles a commencé à soupçonner, vous avez frappé à nouveau. Une plume empoisonnée, subtile, indirecte et difficile à déchiffrer. Assez pour le désorienter, pour lui faire oublier, pour discréditer ses souvenirs. Charles marmonna et j'ai blâmé Élise. Poirot s'inclina légèrement, comme il se doit. Agatha a joué la confidente, parfaite, discrète, observeuse, invisible. Agatha se tenait maintenant très immobile. « Avez-vous des preuves » demanda-t-elle doucement. Poirot sourit. « Mais bien sûr. Votre carnet. L'inscription sur les taches d'encre décrivant quelque chose que seule une personne présente dans la pièce pouvait savoir. Pourtant, vous prétendiez avoir observé depuis une autre pièce. » Il a brandi le carnet. Une contradiction, une petite, mais suffisante. Les lèvres d'Agatha s'entr'ouvrirent légèrement. « Vous êtes malin, monsieur Poirot. Je savais que je ne pourrais pas vous duper éternellement. » Il n'y avait pas d'hystérie, pas de larmes, seulement la démission. Élise se leva. « Pourquoi, Agatha? Pourquoi tuer Vera ?» Agatha se tourna vers elle. Parce qu'elle allait tout gâcher. Elle allait confier la direction à Simon, priver Eugénia de tout contrôle. J'ai travaillé à ses côtés pendant des années. J'ai tout fait tourner quand elle ne le pouvait plus. Et Vera, avec son regard et ses petits sourires malins, allait me remplacer. Dame Eugénia la fixe du regard. « Tu as fait ça pour moi ?» Agatha sourit, un sourire amer. « Non, je l'ai fait pour l'aider de toi, pour la dignité que tu portais autrefois. Mais maintenant... » Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. « Maintenant,
Il n'y a plus que des ombres dans cette maison. Et de la peur. Poirot s'avança doucement. Vous n'avez pas besoin de continuer, mademoiselle. La loi se chargera du reste. Fowles apparut silencieusement sur le seuil. Poirot hocha légèrement la tête. Agatha n'a pas résisté, alors qu'elle était conduite hors de la pièce. Le silence qui suivit fut épais et pesant. Finalement, Poirot se tourna vers Lady Eugénia. « Madame, justice a été rendue. Mais je crains que votre maison ne soit plus jamais la même. » Eugénie, à voix basse, dit seulement « Mais cela ne devrait pas l'être. » Poirot ramassa l'enveloppe, la confession qu'il n'avait jamais vraiment écrite. Il le remit dans sa poche, sans l'ouvrir. Chapitre 15. De la culpabilité, des cellules grises et des adieux. Le lendemain, le jour se leva, gris et calme, comme si le manoir lui-même retenait son souffle sous le poids de tout ce qui s'était passé. Le vent avait cessé. Une légère brume s'accrochait au jardin, adoucissant les lignes dures du monde extérieur. Poirot se tenait dans le petit salon, les mains jointes dans le dos, regardant la pelouse. Il n'avait pas dormi. Il dormait rarement après une telle affaire. La victoire pour la vérité n'était jamais sans une certaine mélancolie. Le meurtre avait tendance à hanter même les déductions les plus justes. Derrière lui, un léger coup retentit. C'était Dame Eugénie, non plus vêtue des soies impérieuses d'hier, mais d'un simple crêpe noir. Son visage, pâle mais posé, portait le poids de choses irréversibles. « Je pensais que tu étais peut-être encore là, » dit-elle. Poirot se retourna et s'inclina légèrement. « Je ne quitte jamais un endroit sans avoir trouvé la paix intérieure, madame. » Ils s'assirent, l'un en face de l'autre, à la table près de la fenêtre. Le thé, cette fois, fut servi par Fowles, les mains légèrement tremblantes. Après un moment de silence, Eugénie prit la parole. « Elle nous a tous trompés, n'est-ce pas ?» Agatha. Poirot hocha doucement la tête. « Oui, madame, parce qu'elle n'a pas agi par cupidité ou vengeance. Elle a agi par un sentiment mal avisé de préservation, de contrôle. Et ses motivations sont les plus difficiles à déceler. Elle se cache sous la loyauté et la logique. Elle aimait cette maison, dit doucement Eugénia. Et c'était là le problème, répondit Poirot. Eugénia regarda par la fenêtre. Tu crois qu'elle se serait arrêtée à Charles? Non, répondit simplement Poirot. Sa main avait déjà gagné en assurance. La méthode est plus raffinée. Le poison, puis le feu, puis l'encre. Des outils psychologiques, pas seulement physiques. Cette progression, elle ne s'arrête jamais avec une seule victime. Une pause. Je suppose que je vous dois ma gratitude. Poirot esquissa un léger sourire. Vous ne me devez rien, madame. Ce n'est pas la gratitude que je recherche, seulement la vérité. Elle hocha la tête, mais ses yeux étaient distants. Dehors, Élise et Charles marchaient lentement dans l'allée du jardin. Ils parlaient doucement, leurs pas harmonisants. Les blessures subsistaient, mais peut-être, maintenant, y avait-il une chance de reconstruire quelque chose. Poirot les observa un moment, avant de parler à nouveau. J'ai été témoin de nombreux crimes dans de nombreux pays, et toujours, il y a un point commun. Le meurtrier croit que son acte est nécessaire, qu'il restaure quelque chose de brisé, qu'il protège quelque chose de sacré. Dame Eugénia murmura, et au lieu de cela, ils détruisent la chose même qu'ils pensent sauver. C'est tout à fait ça, dit Poirot. Un silence s'installa entre eux, non pas inconfortable, mais pensif. Enfin, Poirot se leva. Je crois que mon séjour à Renfield est terminé. Eugénia se leva également.
Retourneras-tu à Londres? Poirot ajusta ses menottes. Pour l'instant, mais je vais peut-être faire un détour. Un peu d'air marin. Les cellules grises, elles doivent se reposer entre deux batailles. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, elle l'arrêta. « Monsieur Poirot, dit-elle, vous avez dit un jour que le comportement humain était la plus grande énigme. Croyez-vous que nous la résoudrons un jour complètement ?» Poirot s'arrêta, réfléchissant. « Non, madame, pas complètement. Mais avec de la patience, de l'observation et un minimum d'attention aux détails, il tapota sa tempe du doigt. Nous pourrions nous rapprocher suffisamment pour voir la vérité derrière le mensonge. Et cela, je pense, suffit. » Après une dernière révérence, il entra dans le couloir et disparut. Chapitre 16. Le reflet dans le verre. Le train filait doucement à travers la campagne anglaise, son grondement rythmé accompagnant les pensées de Poirot. Il était assis seul dans son compartiment de première classe, parfaitement posé comme toujours. Pantalon froncé, moustache épilée et le regard pensif derrière des sourcils légèrement froncés. Le monde extérieur défilait dans un flou de vert et d'or, mais Poirot ne regardait pas le paysage. Il fixait un seul objet sur le siège à côté de lui, une petite boîte rembourrée. À l'intérieur se trouvait la tasse à thé en porcelaine ébréchée, nettoyée mais jamais réparée. Dame Eugénia avait insisté pour qu'il la prenne. « Tu as vu ce qu'aucun de nous n'a vu, » avait-elle dit. « Tu devrais peut-être garder ce qu'il t'a raconté. » Il n'avait pas refusé. Dans le silence de sa voiture, Poirot ouvrit à nouveau la boîte. La puce était faible, à peine visible, sauf si la lumière l'éclairait. Pourtant, elle était là, le défaut qui a tout trahi. Il l'inclina doucement. « Le meurtre, murmura-t-il, se cache souvent dans les plus petits détails. » Il prit son carnet et le tourna vers une page vierge. Ses doigts s'arrêtèrent au-dessus du papier. Il n'était pas nécessaire de documenter davantage l'affaire. Scotland Yard avait pris connaissance de son rapport complet. La justice suivrait son cours. Mais il y avait encore des choses qui devaient être enregistrées, non pas pour les tribunaux, mais pour lui-même. Il a commencé à écrire dans sa langue maternelle, le français. Ce sont toujours les silencieux, ceux qui prennent des notes et sourient poliment. Ils passent inaperçus, tels des ombres projetées par des personnalités plus imposantes. Agatha Cardew n'a pas tué par haine. Elle a tué par peur, de perdre le contrôle, d'être oubliée. La mort de Vera Dobrev n'est pas née de la violence, mais du silence tremblant entre les mots non prononcés. Il s'arrêta, puis tapota son stylo contre ses lèvres. Le sifflet du train résonna dans le tunnel. Une faible vibration traversa la vitre. Il repensa à Charles et à Élise, à la façon dont elle lui avait pris le bras dans le jardin, à la façon dont Lady Eugénia, autrefois d'une volonté de fer, avait fixé son cognac la veille au soir, comme si elle se voyait clairement pour la première fois depuis des décennies. Poirot sourit tristement. Les gens, comme la porcelaine, avaient des surfaces destinées à briller, mais lorsque l'émail se fendait, la vérité éclatait. Il a écrit à nouveau. La culpabilité ne s'accompagne pas toujours de panique. Parfois, elle marche sur la pointe des pieds, se cache derrière le devoir et arbore le visage le plus calme de la pièce. Un coup frappé à la porte du compartiment interrompit ses pensées. Le conducteur du train jeta un coup d'œil à l'intérieur. « Tout va bien, monsieur ? Dois-je apporter du thé avant de lire ?»« Merci, non, » dit Poirot. « Juste de l'eau chaude. Et un peu de citron, s'il vous plaît. » Alors que la porte se refermait, il se pencha en arrière sur son siège.
Il jeta un dernier coup d'œil à la tasse ébréchée. Une part de lui aurait peut-être voulu le restaurer, le recoller, repeindre le bord, lui redonner sa beauté. Mais alors, il ne parlerait plus de ce qu'il avait vu. Il plia le couvercle de la boîte et le ferma. Résoudre un meurtre n'apportait aucune joie, que de la clarté. Mais parfois, cela suffisait. Le paysage se brouillait à nouveau. Le ciel était pâle et sans nuages. Et Hercule Poirot, maître de l'observation, ferma les yeux, non pas pour dormir, mais pour se souvenir. Parce que les meilleurs esprits ne sont pas ceux qui se contentent de résoudre. Ils réfléchissent. Chapitre 17. La voix sur la plateforme. Le train s'arrêta dans un sifflement sous la grande verrière de la gare de Paddington, et Poirot sortit dans la fraîcheur du soir. Ses bagages étaient minimes, mais son esprit restait lourd du poids des secrets de Renfield. En descendant de la plateforme, il se déplaçait avec l'assurance tranquille d'un homme qui venait de fermer une porte et se tenait, peut-être sans le savoir, devant une autre. Il est passé devant un vendeur qui vendait des papiers. Scandale à Renfield, le compagnon de l'héritière arrêté pour meurtre. Poirot jeta un coup d'œil au titre, puis détourna le regard. Le monde aimait les méchants évidents. Mais les gens étaient rarement aussi simples. Il se dirigea vers la sortie de la gare, jusqu'à ce qu'une voix familière, aiguë et tranchante, le fige à mi-chemin. « Vous écoutez toujours les tasses de thé, monsieur Poirot ?» Poirot se retourna. Une femme se tenait près d'un pilier, sa silhouette à moitié éclairée par les lampadaires de la gare. Elle portait un chapeau cloche sombre et des gants élégants, mais sans prétention. Son sourire, en revanche, était tout sauf ordinaire. « Mademoiselle Cordelia League, » dit Poirot avec un léger hochement de tête. « Je ne m'attendais pas à vous revoir. » Elle s'approcha. « J'ai pris l'habitude de savoir quand tu résous quelque chose. Surtout quand c'est quelque chose qui n'était pas censé l'être. » Il haussa un sourcil. « Tu parles du meurtre de Vera Dobrev ?» Les lèvres de Cordelia se retroussèrent. « Non, c'était du pur amateurisme. Je parle de la vraie raison pour laquelle Agatha a paniqué. » Poirot ne dit rien. Il attendit. Cordelia se pencha. « Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Agatha était si menacée par Vera? Pas seulement à cause du testament, mais à cause de la véritable identité de Vera et de ce qu'elle savait d'avant. » Poirot esquissa un léger sourire. « Vous pensez qu'il y a une autre couche, mademoiselle ?» Les yeux de Cordelia brillèrent. « Il y a toujours une autre dimension. Toi, plus que quiconque devrait le savoir. » Puis, sans un mot de plus, elle se retourna et se fondit dans la foule. Poirot resta immobile un instant, pensif. Puis, lentement, il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit le petit carnet, celui dans lequel il avait fermé la mallette Renfield. Il tourna la page jusqu'à la dernière page. Et je les laissai vides, juste au cas où. Chapitre 18. La dernière gorgée de vérité. L'appartement était silencieux, ce silence qui n'arrive qu'après un orage. Hercule Poirot était assis dans son fauteuil, près de la fenêtre de son appartement de Whitehaven Mansion, sirotant une tisane délicate et lisant une lettre arrivée par courrier spécial. L'écriture était élégante, mais tremblante. « Monsieur Poirot, je pense à toi à chaque instant depuis ce jour. C'est peut-être étrange d'écrire à l'homme qui a mis fin à ma liberté, mais je me sens obligé. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne. Tu avais raison, bien sûr, concernant le mobile, l'opportunité, la faille dans mon alibi. Mais plus que ça, tu m'as vu. Pas l'assistante, pas l'ombre loyale. Juste une femme qui craignait de devenir invisible. Parfois,
La peur est aussi mortelle que la haine. Je ne te demande pas pardon, mais je te remercie d'avoir su me percer à jour. Agatha Cardew. Poirot plia soigneusement la lettre et la rangea dans le tiroir à côté de lui. Il se rassit et regarda la vapeur s'échapper de sa tasse. Depuis le bureau derrière lui, Hastings, récemment revenu d'Argentine et déjà plongé jusqu'aux genoux dans les affaires de Poirot, s'éclaircit la gorge. « Elle t'a écrit alors ?» Poirot hocha la tête. Hastings fronça les sourcils. « C'est remarquable, tu sais. Je ne comprends toujours pas comment tu as réussi à comprendre. La tasse à thé ébréchée. Oui, c'était astucieux. Mais pour le reste, j'aurais pu deviner Élise ou même Charles. Mais Agatha, elle semblait si calme. » Poirot eut un petit rire. « Ah, mon ami, voilà la grande tromperie. Les eaux calmes sont profondes. Le meurtrier est rarement celui qui crie ou fulmine. C'est celui qui observe, qui planifie, qui se cache à la vue de tous. » Il s'arrêta. Agatha ne détestait pas Vera. Pas exactement. Mais elle la craignait. Elle craignait d'être dépossédée. Elle craignait de perdre toute importance. Et la peur, Hastings, aiguise la lame bien plus que la rage. Hastings avait l'air pensif. « Et Cordelia Lay ? La femme de Paddington, que pensez-vous de son avertissement ?» Poirot haussa légèrement les sourcils. « C'est une créature intrigante, celle-là. Je crois qu'elle voulait que je m'interroge, peut-être même que je doute. » Il se leva et se dirigea vers la cheminée, où se trouvait la tasse à thé en porcelaine, toujours ébréchée, toujours silencieuse. « Mais je suis satisfait, » dit-il doucement. « Le meurtrier a avoué, le mobile était clair et le danger est passé. » Hastings hocha la tête. « Alors l'affaire est close ?» Poirot esquissa un petit sourire, le genre qui laissait entrevoir des énigmes non formulées. « Aussi close que soient ces affaires, mon ami. Mais ne vous inquiétez pas. Il y en aura d'autres. Il y en aura toujours d'autres. » Et tandis que la lumière de l'après-midi se déversait à travers les fenêtres des Whitehaven Mansions, le grand détective se tenait encadré d'or et d'ombre, ses petites cellules grises au repos pour l'instant.